l'art déco n'est pas simplement quelque chose qui repose sur une valeur stylistique et esthétique. Il y a dans l'art déco beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu, notamment la connivence avec une époque où tout est à revoir et à recommencer, les transports, les avions, les bateaux, les trains, etc. Donc il y a une euphorie de la modernité qui appelle aussi une euphorie dans la création, et la création qui est une grande consommatrice d'images diverses. Et il faut savoir que faut prendre un petit peu racine dans le contexte et dans les époques. Il y a une grande partie de l'imagerie coloniale qui va brusquement surgir. Alors il y avait bien sûr, il y avait toujours dans n'importe quelle époque, notamment dans l'éclectisme niçois, il y avait tendance à l'orientalisme, à l'italianisme, à d'autres ambiances empruntées aux quatre coins du monde et aussi à l'histoire. Ce qui est un peu différent avec l'art déco, c'est qu'il va y avoir une sorte d'alliance. On va pouvoir scinder, on va pouvoir créer vraiment des liens très forts entre le modelé architectural, sculptural, qui lui-même va dans le sens de l'innovation, de la modernité, de la pureté des lignes, parfois même d'une pureté qui pourrait amener à la sécheresse, tellement on tente de réduire l'expression architecturale à ce qui est nécessaire, et en même temps une ouverture à travers ce qui pourrait être des détails mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire tout ce qui est la profusion des artisanats, différents artistes qui gravitent autour de l'art de bâtir. Et en ce sens, l'art déco est, à mon avis, une expérience unique qu'on n'avait pas connue depuis la Renaissance italienne. La Renaissance italienne, la construction, l'architecture de la Renaissance italienne, c'était une façon de grouper, de faire équipe entre architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, artisans et artistes qui concouraient ensemble à travailler dans une œuvre globalisante. Cette œuvre globalisante donc, créait des liens, il y avait une richesse dans la technique, dans les matériaux, mais aussi une richesse dans le mélange du matériau humain. Artistes, techniciens jouaient avec les formes, le dessin, la matière, le savoir-faire, la technologie, et l'architecte captait un petit peu tous ces différentes composantes pour arriver à faire ce que l'art déco exprime le plus. Et justement, on n'est pas tombé dans le piège et la facilité de l'imagerie esthétisante et stylistique de l'art déco. L'art déco, c'est une façon révolutionnaire, nouvelle, et qui était d'ailleurs appelée suite à la Première Guerre. Il ne faut pas oublier qu'à Nice, il y a eu un encéphalogramme plat pendant quelques années. Les hôtels n'ont plus attiré la clientèle internationale, ni anglaise ni russe. Pensez donc les Russes, les Allemands encore moins, les Belges pas davantage. Donc il a fallu qu'un nouveau souffle vienne sur la Côte d'Azur. Ce nouveau souffle, il n'a pas commencé par Nice. Il n'a pas commencé par Nice, mais c'est plutôt la région de Golfe-Juan, Antibes et surtout Gion-les-Pins, concept nouveau, qui apparaît, et on peut rendre grâce et hommage aux Américains, parce que heureusement les Américains sont venus insuffler cette part de rêve et qui a fait rebondir la Côte d'Azur, et un peu plus tard et un peu en marge et en écho Nice aussi. Il ne faut pas oublier, c'est l'époque de Gould. Gould qui prend d'abord racine à Gion-les-Pins pour ensuite venir à Nice pour construire le palais de la Méditerranée que vous connaissez. Et à cette occasion, beaucoup d'architectes qui avaient pignon sur rue, qui avaient été connus avant la guerre de 14 pour des expressions architecturales et stylistiques totalement différentes, comme par exemple Charles Dalmas, qui avec son fils va construire le palais de la Méditerranée avec Gould dans un esprit art déco qui inclut à la fois la volumétrie et la sculpture, du modelé architectural, en même temps que l'on combine et que l'on fait corps avec la science du détail qui compose d'une façon intimement liée l'essentiel et le détail, l'emprunt aux images. Et dans ces emprunts aux images, je vous ai parlé des emprunts aux
imageries colonialistes, qui sont allées d'ailleurs croissantes jusqu'à une exposition des colonies à Paris. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une ouverture et un intérêt vers l'Amérique naissante. New York est une ville qui compte beaucoup pour l'art déco. Chicago aussi, Chicago évidemment qui représente l'épanelage le plus riche de la stylistique américaine. Et cet attrait pour la modernité américaine va de pair, paradoxalement, avec l'attrait, le retour vers les grandes valeurs classiques, c'est-à-dire l'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique, et parfois même plus que ça, on monte jusqu'à la Mésopotamie. Je pense à un immeuble de style mésopotamien fait rue Gugulia par l'architecte Anselmi. Je pense au Palladium, par exemple, au Palladium qui allie à la fois une imagerie de baldaquin égyptien dans la loggia triptyque qui est dans la partie sommitale, dans l'axe de l'entrée principale, avec des emprunts grecs, c'est Minerve qui est sur la fontaine, et on a donc un emprunt à la fois à la modernité américaine et un retour au classicisme. Et à Nice, on verra des architectes qui vont particulièrement réussir cette synthèse. Dans un ouvrage que je suis en train de préparer très péniblement et laborieusement, j'appelle ça l'école arménienne. Ce sont des architectes arméniens, donc Kevork Arzenian et Garbek Ovnanian, qui vont, par le biais de l'art déco, ouvrir des perspectives sur l'architecture et la modernité. Parce que l'art déco compose avec cette ambivalence de vouloir être à la fois attaché, je parle pour Nice, au régionalisme et à la modernité. Et on trouvera à Nice, je parlais des pères et fils d'Almas pour le Palais Méditerranée, ce sont eux qui ont fait le Lot Tennis Club, par exemple, du Parc Impérial, où on a une synthèse d'une image régionale et en même temps un appel vers la modernité. Je pense notamment au plan des cités-jardins et des cités utopistes qui se faisaient dans l'entre-deux-guerres par l'ensemble des architectes et penseurs humanistes. Donc une synthèse de tout cela. Et ce que vont apporter les Arméniens, les architectes arméniens là-dedans, eh bien ça va être certainement un lien, un phare, une perspective qui est donnée pour l'évolution de l'architecture qui sera déterminante à Nice. Et ça, c'est une spécificité niçoise. On va voir à travers certains bâtiments, le Gloria Mansion notamment, qui est vraiment l'icône privilégiée, qui est le mythe de l'art déco sur Nice, mais aussi l'immeuble Lorex, qui est à la place Franklin. Comment on va, à travers l'art déco, préfigurer ce que sera, par exemple, l'inflexion vers les balcons filants, qui sera le grand classique et la grande constante de l'architecture d'après-guerre des années 50 sur Nice, notamment sur tout le front de mer. Comment on va arriver à s'approcher vers d'autres perspectives, tout en intégrant l'intégralité des références culturelles, les imageries, la science, le savoir-faire, le savoir composer en équipe, dans le cadre d'une œuvre globalisante. Je signale au passage que, en parlant de balcon filant, ceux qui connaissent l'immeuble Le Mécati, qui est sur la promenade des Anglais, et bien voilà que Kevork Arzenian et Garbek Ovnanian inventent comme ça, 20 ans à l'avance, le balcon filant. Et ce sont des gens qui ont été pétris par la pratique de l'art déco. Bon, après on peut regretter que l'art déco ait connu une longue traversée du désert, purgatoire, et que maintenant il y ait en contrepartie un effet de mode dont il faut se méfier. Il faut regarder l'art déco tel qu'il est décrit dans ce livre, avec toutes ses facettes et ses composantes, pour le comprendre, et surtout ne jamais se résumer à l'écume, à la superficialité des images. Alors oui, je crois qu'à Nice, la particularité du développement de ce style, de cette école, qui donc, je le rappelle, suit son implantation initiale à Golfe-Juan et à Juan-les-Pins, elle a été partagée aussi dans la plupart des villes de Méditerranée, et même bien au-delà, et ça c'est une valeur intemporelle et universelle de l'art déco. Ce qui est formidable, c'est que l'éclectisme qu'on avait connu à Nice, l'éclectisme niçois,
avec l'Alhambra, avec le Palais Schmitt, avec la jetée promenade, etc. C'était une facette d'éclectisme telle qu'elle finissait par devenir la typologie niçoise, avec toutes ces diversités, toutes ces variétés, tous ces emprunts. L'art déco, c'est différent. L'art déco, il est applicable et on peut le retrouver sur la planète entière. On peut le retrouver malheureusement en mauvais état, on en parlait tout à l'heure, à Casablanca, à Tunis, au Caire, on trouve aussi à New York et à Chicago. C'est absolument passionnant de voir comment le même souffle a pu se répandre sur la planète entière, qui à mon avis s'explique par une soif de renouveau, sans doute après la Première Guerre, renouveau stylistique et puis renouveau économique aussi. Parce que l'art déco aussi a partie liée avec le développement urbanistique et économique de Nice. Vous savez, le Concilio d'Ornato, dans les années 1830, avait tracé les grandes lignes de l'urbanisme niçois, avec des grandes lignes qui préfiguraient bien avant Haussmann les qualités et les richesses que l'on pouvait trouver dans la fluidité du trafic et dans un tracé de la voirie qui était d'ailleurs assez proche de l'urbanisme turinois. Et puis, entre les années 20 et 30, c'est un autre urbanisme, une autre inflexion, c'est la loi Cornudet, dont on parle dans ce livre, qui établit un nouveau plan de développement sur Nice. Et ce nouveau plan de développement qui trace par exemple les quartiers du côté de Michel-Ange, Xavier de Maistre, Théodore de Banville et de l'autre côté, côté ouest, le boulevard François Grosseau, sera une opportunité pour les constructeurs et les promoteurs de l'époque de pouvoir construire un certain nombre d'immeubles de rapport et voulant vendre intelligemment ces immeubles de rapport, parfois pour la classe moyenne, dirait-on aujourd'hui, ou petite bourgeoisie, une consommation d'images. Et l'art déco est un moyen, une opportunité extraordinaire pour pouvoir donner à toutes ces constructions, à ces immeubles de rapport, une imagerie vendeuse digne de ce nom et qui séduit par sa beauté, son intelligence et aussi ses qualités pratiques. La référence n'est pas aux classes moyennes, mais certainement à la grande bourgeoisie. Je prends pour preuve, encore une fois, référence aux architectes arméniens, l'immeuble le Colisée qui est à l'angle de la rue Aubert et de la rue Verdi. Il y a une richesse intérieure dans cet immeuble, qu'on retrouve aussi richesse intérieure dans l'immeuble Rex et encore plus évidemment Gloria Mansion, qui convient parfaitement à la Méditerranée et au mode d'habitat méditerranéen. Je veux dire par là que les Méditerranéens ne sont pas des gens qui vivent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Tout le bassin méditerranéen est fait dans son urbanisme et dans son architecture d'un entre-deux. Entre-deux, entre parties privatives, entre parties publiques, entre intérieur, entre extérieur, et la vie se développe, se fluidifie dans cet entre-deux. C'est exactement ce que l'on trouve dans la richesse et la profusion des parties communes offertes à tous les habitants d'un immeuble de rapport à cette époque. C'est totalement contradictoire avec la logique comptable des promoteurs actuels qui n'ont que faire de donner jusqu'à 30%, j'en parlais tout à l'heure avec mon confrère qui a fait la rénovation du Gloria Mansion, aller jusqu'à 30% de la consommation des surfaces pour des coursives, pour des couloirs, pour des escaliers, pour des halls, pour des porches, etc. C'est absolument impensable. Mais pourtant, c'est vraiment le b.a.-ba des caractéristiques du Méditerranéen qui ne vit pas qu'à l'intérieur ou à l'extérieur, mais qui tend à se répandre. Et la qualité de la réalisation artisanale et artistique de ces parties communes, c'est un cadeau permanent offert à tous ceux qui habitent dans ces immeubles. Je me rappelle avoir vu dans l'immeuble Colisée des personnes qui, comme dans les places des villages provençaux, prennent leurs chaises et puis s'installent sur les coursives parce qu'on est bien, on voit ce qui se passe, etc. Ça, c'est quand même une chose assez hallucinante. Alors évidemment, au niveau des immeubles de rapport pour la classe moyenne ou la petite bourgeoisie, il n'y avait pas autant de générosité dans la profusion d'espace. Mais quand même, regardez bien à Nice les portes d'entrée. Les portes d'entrée ouvragées en ferronnerie avec des verres structurés, des verres qui sont
différents, il y a 3 ou 4 textures différentes par porte. Regardez comme toutes sont ouvragées, différentes. J'ai bien cherché à essayer d'établir des passerelles pour voir qui arrivait à réutiliser des recettes d'un immeuble à l'autre, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y a à la fois dans le dessin, dans la couleur, dans le modelé, etc., une personnalisation qui est vraiment propre à l'art déco. C'est-à-dire qu'il y a une telle, dans la palette à la disposition des créateurs, c'est un terrain d'exposition favorable à toutes les spéculations créatives et artistiques. Et on ne s'en prive pas. Donc regardez, dans les immeubles les plus simples, je pense à 4 ou 5 immeubles qui ont été construits quasiment simultanément dans les années 30 par le premier de la génération des architectes Alziari, rue Théodore de Banville. Des immeubles modestes, malheureusement mal entretenus. Il y a une homogénéité dans la création architecturale et en même temps une singularité de forme, de création stylistique, c'est absolument ahurissant. Aubert aussi, dans le quartier Paul Déroulède, Alphonse Carre et rue Rossini, fait de l'architecture à l'échelle urbanistique, vraiment tout un élo urbain qui est créé à la fois homogène et singulier. C'est toute la qualité d'un urbanisme bien tempéré, comme c'est le cas à Barcelone, où il y a une trame qui est quand même assez régulière et organisée, mais qui autorise toute une déclinaison différente de formes. Et regardez, toujours dans ce même coin, vous avez dans le même pâté de maison des bétons et des textures dans des tons verts, roses, ocrés, et regardez-les de près. Approchez-vous, mettez le nez face aux enduits. Il n'y a pas une couleur, il y en a 10, il y en a 15. Un agrégat fait de sable, de pierres concassées, de tout ce qui fait cette richesse et qui suffit d'ailleurs de nettoyer à l'eau pour la faire revivre. Malheureusement, j'espère que ce n'est pas irréversible, la plupart des syndics et des copropriétaires sont allés souvent plus court en peignant sur les façades, ce qui tue complètement l'événement. Tout le matirage, cette richesse, qui était une révélation qui est vraiment propre à l'art déco. On connaissait à Nice les stucs italiens, on connaissait les enduits à la chaux, mais arriver à ce matirage fait de béton, d'enduit, de ciment, qui a un matirage aussi riche, aussi novateur et éternel, ça c'est une grande nouveauté à mettre au crédit de l'art déco. Toute origine confondue, parce que ça n'est pas spécial et spécifique à Nice. Je tiens donc à rendre hommage à cette scénographie urbaine, parce qu'on est au-delà du copier-coller, de l'imagerie, c'est vraiment un goût pour l'imagerie qui profite et qui est vraiment profitable à la scénographie urbaine, à tout un chacun finalement. Et l'architecture, à mon avis, est faite pour ceux qui la regardent, donc elle est offerte à tout le monde, aux passants autant qu'à ceux qui en sont propriétaires. Voilà, alors je ne peux pas passer sous silence un des icônes parmi les architectes les plus brillants sur la Côte d'Azur, c'est Georges Dikhansky, qui a eu un parcours assez atypique dans la mesure où il n'est pas allé, comme beaucoup d'architectes qui étaient déjà connus avant-guerre, dans le recyclage stylistique. Lui l'a habité dès le départ, dès le début, et a eu un renouvellement architectural créatif qui est, à mon avis, un des témoignages les plus riches et une des palettes les plus variées que l'on trouve à Nice. L'immeuble de la Rotonde, par exemple, fait un îlot, fait de l'urbanisme à lui tout seul. Urbanisme dans la masse, urbanisme dans le détail. Dans le raffinement, comme dans un modelé, j'allais dire autoritaire, parce que de façon assez autoritaire, de créer la ville et de la créer pour l'intérêt de tous, et notamment la scénographie urbaine. Il faut parler du forum, bien sûr. Le forum de Dikhansky, face à la mer, c'est une ode à la Méditerranée. Nous vivons l'époque des colonies. La Méditerranée est face à l'Afrique. Donc
il y a quand même une imagerie aussi, aujourd'hui on appellerait ça l'art ethnique, comme l'art ethnique qu'on trouve l'église de Sainte-Jeanne d'Arc par exemple, qui évoque à la fois un détour par Byzance ou par l'Afrique du Nord. Et Tikanski, donc avec beaucoup de talent, arrive à capter cette plastique, qui est une plastique avec une grande exubérance, parce qu'on est face à la mer, c'est un spectacle extraordinaire. Nice, finalement, c'est un théâtre à l'italienne. L'ample courbe de la baie des Anges, c'est la Seine. Les doigts collinaires qui viennent l'insérer, eh c'est les remontées des loges du théâtre à l'italienne. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la mer. Et c'est exactement la même attitude architecturale, la même posture que prend le palais de la Méditerranée. Cet ouvrage a aussi un intérêt de mettre les mains dans le cambouis. Pas simplement parler des théories, de l'ère du temps, etc. Il faut faire des recherches personnelles, des vérifications. Aujourd'hui, la plupart des journalistes recyclent les informations qu'ils trouvent sur le net ou sur des sujets déjà traités par d'autres. Il y a une part d'investigation personnelle qui est absolument indispensable là-dedans. Donc à travers des recherches sur des photos, des sondages sur le terrain, est arrivé par exemple à démontrer que le forum tel que vous le voyez n'est qu'une pâle résonance, pâle écho de ce qu'était la façade, avec des petits détails apparemment de rien du tout qui font l'essentiel. Par exemple, il y avait une façon de creuser les écarts et le relief entre les avancées du dernier niveau, les grandes lignes horizontales et le creux des loggias, une espèce de dramaturgie, de mise en scène dramatique des creux et des pleins, qui était fait tout simplement par l'utilisation d'un béton et d'un enduit gris foncé, qui donnait plus de profondeur à toutes les parties qui étaient en retrait, et un enduit qui était ocre jaune, et ça c'est pour l'avoir testé, pour avoir fait des recherches sur place qu'on est capable de le dire, ce qui donnait qui crée un effet de contraste qui est malheureusement aujourd'hui un peu terni par une couleur uniforme qui ne traduit pas du tout la volonté de Georges Tikanski telle que ça avait été conçu dès le départ. Je crois maintenant qu'on va donc passer aux images.